Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1892 et l'histoire solennelle d'Abby Dorfey Borden. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont les vies ont été irrévocablement changées par les événements qui se sont déroulés. Ceci est leur histoire, telle qu'elle peut être racontée au mieux. Dans la ville industrielle prospère de Fall River, Massachusetts, la famille Borden était un nom connu. Le patriarche, Andrew Jackson Borden, était un homme d'une richesse considérable, ayant amassé une fortune grâce au développement immobilier et à des postes de direction d'entreprise. Pourtant, la famille ne vivait pas dans un grand manoir du côté à la mode de la ville, mais dans une modeste maison étroite au 92 Second Street. Cette frugalité était une caractéristique marquante du foyer, un lieu de portes verrouillées et de routines silencieuses. La famille se composait d'Andrew, de sa seconde épouse Abby Dorfey Borden, et des deux filles adultes d'Andrew issues de son premier mariage, Emma et la plus jeune Lizzie, âgée de 32 ans. Malgré son extérieur respectable, la maison Borden était un lieu de tension profonde. Le cœur de cette friction résidait dans la relation entre les filles Lizzie et Emma et leur belle-mère Abby. Bien que Abby les ait élevées depuis leur plus jeune âge, les sœurs ne l'ont jamais vraiment acceptée, la désignant froidement sous le nom de Madame Borden plutôt que mère. Ce ressentiment était acquiescement financier. Andrew, dans ces dernières années, commençait à transférer de précieuses propriétés du côté de la famille d'Abby. Pour les sœurs Borden, c'était une menace directe à leur héritage et une trahison de la part de leur père. Dans une maison où l'affection était rare, l'argent et la propriété étaient devenus le langage de la valeur et de la sécurité. Cette animosité croissante a créé une atmosphère oppressive, un conflit silencieux et latent contenu dans les murs de la petite maison de Second Street. Dans les jours qui ont précédé les meurtres, une série d'événements étranges et troublants se sont déroulés. Une grave maladie d'estomac a balayé le foyer, affectant Andrew et Abby si violemment qu'Abby a demandé conseil à un médecin local, craignant d'avoir été empoisonné. Andrew, toujours pragmatique, a écarté cela comme étant de la mauvaise nourriture. Pendant ce temps, la maison a reçu un visiteur, John Morse, le frère de la première épouse décédée d'Andrew. Il était là pour discuter affaires, mais sa présence a peut-être ajouté une autre couche de tension. Peut-être plus inquiétant, le 3 août, la veille des meurtres, Lizzie Borden s'est rendue dans une pharmacie locale et a tenté d'acheter de l'acide prussique, un poison mortel. Elle affirmait que c'était pour nettoyer une cape en peau de phoque, mais le pharmacien, citant sa nature létale, a refusé de le lui vendre. Le matin du jeudi 4 août 1892 a commencé comme une journée accablante, chaude et humide. Le foyer Borden a suivi sa routine typique. Andrew Borden et John Morse ont pris le petit déjeuner avec Abby, tandis que Lizzie a choisi de manger plus tard. Après le petit déjeuner, Morse est parti rendre visite à des parents et Andrew est allé en ville pour sa promenade matinale d'affaires. Cela laissait 3 femmes dans la maison: Abby, Lizzie et la domestique Bridget Sullivan. Bridget, qui ne se sentait pas bien à cause d'un mal d'estomac persistant, a été chargée par Abby de laver les fenêtres extérieures. Abby est ensuite montée à la chambre d'amis, où son beau-frère avait séjourné, pour ranger et faire le lit. Selon la chronologie établie plus tard par les enquêteurs, c'est à ce moment, quelque part entre 9h et 9h30 du matin, que la routine tranquille de la journée a été irrévocablement brisée. Alors qu'elle faisait le lit dans la chambre d'amis à l'étage, Abby Borden a été attaquée par derrière. L'agression a été soudaine, violente et d'une brutalité totale. Elle a été frappée à la tête à plusieurs reprises avec un instrument lourd et tranchant, probablement une hachette ou une hache. Son agresseur était positionné au-dessus et derrière elle, ce qui indique qu'elle n'a probablement jamais vu l'attaque arriver. Après le coup initial, elle est tombée face contre terre entre le lit et le mur, où l'attaque a continué. En raison de la position de son corps et de l'état du sang, l'analyse médico-légale conclura plus tard qu'Abby Borden a été la première à mourir ce matin-là, avec un écart significatif d'environ 1h30. Pendant tout ce temps, son corps est resté non découvert dans la chaleur silencieuse et étouffante de la pièce à l'étage. Vers 10h30 du matin,
Andrew Borden est rentré de sa promenade. Il a eu du mal à ouvrir la porte d'entrée, et Bridget Sullivan, entendant sa lutte, est allée lui ouvrir, remarquant qu'elle avait entendu Lizzie rire du haut des escaliers quelques instants auparavant. Andrew, se sentant mal, est allé s'allonger pour faire une sieste sur le canapé du salon. Bridget est allée dans sa propre chambre au 3e étage pour se reposer. Moins d'une heure plus tard, vers 11h10 du matin, Bridget a été surprise par Lizzie qui l'appelait frénétiquement. « Maggie, descends !» a-t-elle crié, utilisant le surnom de la domestique. « Descends vite, père est mort, quelqu'un est entré et l'a tué. » Bridget s'est précipitée en bas pour trouver Andrew Borden affalé sur le canapé, le visage horriblement blessé. Dans le chaos initial, un voisin a été appelé et un médecin a été envoyé chercher. Ce n'est que lorsqu'une fouille de la maison a été menée que la seconde et terrible découverte a été faite. Le corps d'Abby Borden dans la chambre d'amis à l'étage. La police de Fall River est arrivée sur une scène de confusion et d'horreur. L'enquête initiale a été, selon les normes modernes, remarquablement inepte. Les corps ont été déplacés et examinés par des voisins et des médecins avant que les lieux ne soient sécurisés, contaminant potentiellement la scène de crime. La police a effectué une fouille de la maison à la recherche d'indices et d'une arme du crime. Dans la cave, ils ont trouvé plusieurs haches et hachettes, dont l'une, une tête de hachette avec un manche récemment brisé, a suscité une suspicion particulière. Interrogée, l'attitude de Lizzie Borden a été notée comme étrangement calme et posée pour quelqu'un qui venait de perdre ses parents si violemment. Son récit de ses allées-venues pendant les meurtres était vague et contradictoire. Elle a affirmé avoir été dans la grange du jardin au moment du meurtre de son père, cherchant des plombées pour une partie de pêche. Mais son histoire a changé sous les interrogatoires répétés. Les incohérences dans l'histoire l'ont immédiatement désignée comme la principale suspecte. Une enquête formelle a été tenue, au cours de laquelle son témoignage est devenu encore plus confus et auto-incriminant. Elle s'est contredite sur son emplacement, sa relation avec sa belle-mère et ses actions le matin des meurtres. La nouvelle de sa tentative d'acheter de l'acide prussique la veille des meurtres a fait surface, brossant un tableau de préméditation. De plus, un voisin a témoigné l'avoir vu brûler une robe dans le poêle de la cuisine quelques jours après les meurtres, affirmant qu'elle avait été tachée de peinture. Le 11 août, une semaine après la mort de ses parents, un mandat d'arrêt a été émis. Lizzie Borden a été arrêtée et accusée des meurtres de son père et de sa belle-mère, Abby Borden. Le procès de Lizzie Borden, tenu en juin 1893, a été une sensation nationale. Ce fut un spectacle de journalisme, de débat public et de manœuvres juridiques. L'accusation a présenté ses preuves, les déclarations incohérentes de Lizzie, l'arme du crime potentiel et le mobile présumé du gain financier et de la haine de sa belle-mère. Cependant, l'affaire contre elle était entièrement circonstancielle. Son équipe de défense, dirigée par un ancien gouverneur du Massachusetts, a habilement démantelé les arguments de l'accusation. Ils ont souligné le manque de preuves physiques. Aucun sang n'a été trouvé sur Lizzie ou ses vêtements au moment de la découverte. La tête de hachette suspecte ne pouvait pas être prouvée de manière définitive comme étant l'arme du crime. Surtout, le juge a statué que le témoignage concernant l'acide prussique était irrecevable. Face à ce manque de preuves directes et contraint par les préjugés sociétaux de l'époque, le jury entièrement masculin a jugé impossible de croire qu'une femme bien élevée et pratiquante puisse être capable d'un acte aussi sauvage. Après seulement 90 minutes de délibération, Lizzie Borden a été acquittée de toutes les charges. Bien que légalement innocente, Lizzie Borden a été condamnée par le tribunal de l'opinion publique. Elle a été ostracisée par la communauté de Fall River pour le reste de sa vie. Elle et sa sœur Emma ont hérité de la fortune considérable de leur père et ont déménagé dans une grande maison à la mode qu'elles ont nommée Maplecroft. Les sœurs se sont finalement éloignées et ont vécu séparément jusqu'à leur mort. Lizzie est restée à Fall River, une figure solitaire et énigmatique jusqu'à sa mort en 1927. Personne d'autre n'a jamais été accusé des crimes, et les meurtres brutaux d'Abby et d'Andrew Borden restent officiellement non résolus. L'affaire est devenue un élément permanent du folklore américain, une conte ineffrayante et une question sombre sans réponse, laissant derrière elle un legacy de spéculation qui continue de fasciner et d'horrifier à ce jour.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur le cas d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre prochaine affaire de True Crime.